Bonjour, content d'être avec vous et de voir cette assemblée nombreuse de cette heure qui n'est pas si matinale, mais il est vrai que nous sommes servis par l'actualité. Certes, le sujet est intéressant, mais en ouvrant vos informations ce matin, ça vous rappelait qu'il y avait cette possibilité d'en discuter aujourd'hui. Donc sur ce divorce complexe, Union européenne, Royaume-Uni, on ne dira pas tout dans le temps de nos discussions. Décevant, hein, n'est-ce pas? Non, on ne dira pas tout parce que justement la situation est très compliquée. On va se focaliser sur 2-3 aspects. Je reviendrai dans les questions, si vous le voulez, sur des aspects plus d'actualité. Ce que nous voudrions porter à votre attention, c'est quelques aspects à la fois plus structurels, plus de longue durée, de plus fortes tendances pour le porter à votre réflexion et en discuter, ce qui nous semble être la tâche d'une manifestation comme celle-ci. Je ne refuserai pas à des discussions sur l'actualité, mais on ne s'y concentre pas. 3 votes compliqués dans les 3 jours. Le dernier, hier soir, vous l'avez vu, qui demande, parce que le Parlement anglais-britannique vote le report au 30 juin. Cela suppose la semaine du 22-23 que l'Union européenne, en l'occasion le Conseil intergouvernemental, l'accepte, ce qui n'est pas du tout joué. Nous sommes dans cette situation, vous le voyez comme moi, je ne suis pas plus placé que vous pour ça. Chaque jour ouvre son lot de grandes incertitudes. C'est une situation assez inédite dans le contexte européen qui est pourtant très fertile en rebond dans toute son histoire, avec un nouveau vote la semaine prochaine où Theresa May, pour la 3e fois, représentera son plan avec un pari qui est évident. Son pari tactique, c'est qu'au bord de la falaise, ceux qui rechignent à voter le plan tel qu'il est proposé par elle et négocié avec l'Union européenne au bout de 2 ans s'y accordent. Impossible de faire une quelconque prédiction et c'est pas mon rôle ni mon jeu. Le rejet, vous l'avez vu dans les 2 premiers votes, a été extrêmement ample. On pourra revenir sur les forces qui portent à cela. En tout état de cause, c'est là que je rentre dans le cœur de ce que l'on propose à votre réflexion. En tout état de cause, quelle que soit la forme du Brexit, si on écarte l'hypothèse encore très lointaine d'un arrêt total de la procédure de Brexit, ce qui est totalement dans la possibilité du Parlement britannique, puisque la Cour de justice européenne a ouvert cette possibilité d'un recul unilatéral de la part des Anglais pour revenir sur leur demande d'utiliser l'article 50. Donc cette possibilité est théoriquement ouverte, pratiquement assez faible. Et si l'on écarte pour l'instant, je dis pour l'instant parce que sa probabilité s'est accentuée au fil des mois alors que ça semblait extrêmement improbable. Si l'on écarte la possibilité d'un second référendum qui se solderait par une décision qui reviendrait sur la décision de Brexit, mais on est encore vraiment loin de cela, on s'avance donc, sous quelque forme que ce soit, vers un Brexit, voire un no deal dans les semaines, soit très proches, 29 mars, date théorique, ou plus lointaine, dans cette marge de négociation qui fluctue tous les jours. Donc en tout état de cause, et c'est ce sur quoi nous voudrions faire porter un premier regard, une première focale, ce qui aurait un coup d'arrêt, c'est l'extraordinaire fluidité, la fluidité maximale qui existe encore, entre les îles britanniques et le continent. Et d'ailleurs, à la fois la réalité et le symbole de cette fluidité maximale, c'est la réalisation d'un rêve fou du 18e et surtout du 19e et d'esprit à la Jules Verne de percer ce qui paraissait une dinguerie, ce tunnel, sous la Manche. Et qui est passé d'une banalité simple aujourd'hui, venant de ce rêve fou de passer sous l'eau, emmener camions, trains, personnes, et qui emmène la bagatelle de 4 millions de camions par an. Donc fluidité maximale qui a pour effet, Frédéric va revenir sur les caractéristiques de cette fluidité, qui a pour effet depuis 2 décennies, 3 décennies,
d'amplifier quelque chose qui était déjà extrêmement important, ces échanges entre les îles britanniques et le continent, et de rapprocher en distance-temps une grande partie du territoire de la Grande-Bretagne et une grande partie du territoire européen de cet hinterland, principalement des pays du Benelux, mais pas seulement. Donc Frédéric, fluidité ? Oui, fluidité. La fluidité est optimale aujourd'hui et elle se caractérise par des liaisons très nombreuses entre les côtes françaises et les côtes britanniques. Au total, tous les jours, nous avons environ 62 rotations de ferries qui traversent la Manche, dont une grande partie sont en fait concentrées sur le détroit, plus de 50 lignes sur le détroit qui assurent des rotations régulières à la journée. Et sur cet espace Manche, en fait, on a 3 grandes compagnies de ferries qui se partagent les rotations et les lignes. Donc essentiellement, vous les connaissez, Brittany Ferries, sur l'essentiel de la Manche, Manche Ouest, Manche Centrale, et puis sur le détroit, plus précisément, P&O et DFDS Seaway, 2 grandes compagnies. Au total, ces lignes de ferry transportent en moyenne un peu plus de 50 millions de passagers sur leurs lignes régulièrement. Et on a environ, comme le disait Pascal tout à l'heure, 4 millions de camions qui traversent tous les ans la Manche, soit par le tunnel, soit par les ferries, soit par des ferries qui sont spécialement adaptées au transport de fret. Alors par le tunnel, on a environ 1,6 million de camions qui transitent. Donc vous imaginez, le trafic est dense. Et 2,8 millions à peu près par les ferries. L'essentiel se fait, bien évidemment, et c'est là le problème, sur les lignes du détroit entre Calais et Douvres et entre Dunkerque et Douvres. Au total, 97% du trafic transite par ces 2 lignes et par le tunnel. Alors, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Ça donne des départs toutes les heures, par exemple, pour Calais, sur la ligne Calais-Douvres par la compagnie P&O, 1 par heure. Et le temps de chargement donc, des camions est maximisé, c'est-à-dire que voilà, c'est du flux tendu. Je vais vous montrer quelques représentations de ces ferries, justement, à Douvres et à Calais. Donc vous voyez, ce sont des garages de ferries, vraiment, dans lesquels les camions se glissent rapidement. Et en moyenne, un camion est chargé en environ 38 secondes. Vous voyez, c'est très rapide, 38 secondes. Et là, on est dans une fluidité optimale. Alors plus généralement, sur l'ensemble de la Manche, je vais vous réafficher les lignes de ferry, voilà, le paysage des lignes de ferry dans l'espace Manche. Sur l'ensemble de la Manche, particulièrement Manche centrale, en gros de Cherbourg jusqu'à Dunkerque, il faut moins d'1 minute pour charger un camion aujourd'hui. Et le principal problème qui se pose aujourd'hui pour nos amis transporteurs, c'est bien entendu cette fluidité qui est remise en cause avec des contrôles qui vont être renforcés et donc des délais de chargement qui vont augmenter nécessairement. Donc pour y insister, cette zone de fluidité sur laquelle on donne un coup de projecteur, c'est indubitablement sur une séparation maritime, parce que sur des zones de contact terrestre, il y a des fluidités maximales dans beaucoup d'endroits dans le monde, évidemment. Mais sur une zone comprenant une mer, c'est une des zones d'échange en masse et en fluidité les plus ou la plus importante au monde. Donc on sort de ça. Et ça, assurément, quelles que soient les formes du Brexit, c'est fini. C'est fini et ce vers quoi on va, c'est la congestion. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, on va prendre un exemple, je vais vous prendre 2 exemples. À l'heure actuelle, dans ce système de fluidité optimale, si on prend la ligne Calais-Douvres, c'est environ 5000 camions par jour, 5400 camions par jour qui sont chargés sur les ferries. Donc ça fait à peu près 140 camions par ferry. Je vous donne ces chiffres parce qu'après, on va jouer à un jeu qui est de reporter des trafics. Sur la ligne Caen-Portsmouth, on est beaucoup plus large. Alors, il n'y a que 3 rotations de ferry par jour. Évidemment, la distance à parcourir est beaucoup plus importante. Dans le détroit, on a une quarantaine de kilomètres. Entre Caen et Portsmouth, on est à plus de 100 kilomètres. Il faut 8 heures pour traverser. Alors que dans le détroit, 1 heure simplement. Donc, sur la ligne Caen-Portsmouth, on a 3 départs par jour. C'est à peu près 190 camions. Vous voyez, on passe de 5400 à 190 camions par jour. Et environ 95 camions par ferry. Voilà. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Ce qu'il risque de se produire avec un allongement des délais, c'est bien évidemment, comme le disait Pascal, une congestion maximale. Et dans le cadre de cette congestion maximale, évidemment, il va falloir donc réaliser des contrôles.
Et donc ces contrôles vont entraîner des délais d'attente au chargement qui vont s'allonger. Alors, ces délais d'attente sont tels qu'il y a eu des expérimentations de réalisées au Royaume-Uni et donc par l'Imperial College of London. Et ces simulations ont montré que 2 minutes d'attente supplémentaires pour le chargement entraînent des files de camions qui s'accumulent de plus de 27 miles, donc c'est environ 48 km, si vous voulez, sur les autoroutes. 2 minutes supplémentaires pour effectuer les contrôles. Et on est déjà saturé. Donc, ces problèmes de délai d'attente, ils ont également des répercussions sur toute la chaîne des transports. Ça impose d'une part pour les ports de stocker les camions dans des espaces sécurisés pour éviter les problèmes de migration, évidemment. Ça suppose également d'avoir des espaces disponibles. Et tous les ports de l'espace Manche n'ont pas nécessairement l'espace disponible pour stocker ces camions. C'est le cas, par exemple, à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est un port ferry, et Saint-Malo n'a pas d'espace disponible. Granville, c'est la même chose. Il faut prendre en compte également le délai d'attente des chauffeurs. Les chauffeurs sont payés lorsqu'ils attendent dans les ports. Et donc ce délai d'attente supplémentaire, qui va le payer? Le chargeur, c'est-à-dire celui qui demande à transporter sa marchandise, le transporteur lui-même? La question reste en suspens, je n'ai pas la réponse. Il faut également du personnel pour contrôler, donc des douaniers, des services vétérinaires, des policiers aux frontières, et tout ce personnel, il faut qu'il soit en nombre suffisant. Vous voyez, on suit l'actualité, les douaniers sont en grève à Calais, enfin ils sont en grève, ils réalisent justement ces contrôles pour montrer justement les délais d'attente. Bref, tous ces aménagements, toute cette infrastructure et ces équipements qui sont nécessaires, pour le moment, l'estimation du coût pour les ports est de 50 à 60 millions d'euros. Donc ce n'est pas rien non plus. Aux formalités douanières s'ajoute le problème de la responsabilité des transporteurs. Imaginez qu'un transporteur ait chargé une marchandise et que cette marchandise soit bloquée au port parce que les formalités douanières ne sont pas respectées ou ne soient pas correctes, et ça peut arriver. Il faut donc prévoir des espaces de stockage des marchandises qui ne pourront pas transiter. Alors pour des grandes entreprises, il y aura certainement la possibilité, c'est ce qu'annoncent les associations de transporteurs, de recruter à des postes de déclarants en douane. Mais pour les petites TPE, les petites PME qui tous les jours font transiter des marchandises de l'autre côté de la Manche, cela pose un réel problème. Il faut qu'elles intègrent toutes ces nouvelles règles de déclaration en douane. Donc l'encombrement routier, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un des aspects très négatifs et qu'on risque de voir réellement sur nos routes. Et puis il y a également le problème d'approvisionnement des marchandises, c'est-à-dire que si les délais s'allongent, nécessairement le délai d'approvisionnement en biens, en pièces détachées, en produits manufacturés risque de s'allonger également. Alors les entreprises sont assez réticentes et certaines, comme les constructeurs automobiles, commencent à imaginer de reporter en tout cas une partie de leur production en Europe. Ils font quelques annonces, c'est le cas de Nissan et Toyota. Toyota a renoncé à produire son dernier crossover en Angleterre. C'est également un problème pour les sous-traitants. Il faut savoir que tout le sud de l'Angleterre, en fait, regroupe énormément de sous-traitants automobiles et d'industries liées à l'automobile, mais également à l'aéronautique. Et je pense que vous avez dû voir dans les journaux récemment le commentaire du PDG d'Airbus qui annonce que faire transiter ces pièces détachées régulièrement sur la Manche plusieurs fois pour une même pièce va lui imposer de payer des droits de douane à chaque passage, évidemment. Alors, il ne dit pas qu'il quitterait le Royaume-Uni, mais en tout cas, il prévient d'ores et déjà que ça risque d'être plutôt compliqué. Donc, tous ces frais de douane supplémentaires, cette taxation, ça impose également des problèmes, évidemment, pour certaines filières, principalement. J'y reviendrai. Alors, nous, on a joué, avec Pascal, à reporter le trafic sur cet espace Manche. Donc, en simulant un report de trafic du détroit, donc là, vous avez le port de Calais, du détroit vers
les ports de la Manche centrale, c'est-à-dire celles qui avaient potentiellement la possibilité d'accueillir un trafic fret, je ne parle que du trafic fret et pas du trafic passager, un trafic fret supplémentaire. Alors on a joué à ce jeu, on a reporté seulement 2% du trafic, enfin on a fait 2 scénarios, 2%, 5%. Moi je vais vous prendre l'exemple de 2% de trafic reporté. 2% du trafic reporté sur donc, les lignes Caen-Portsmouth, Le Havre-Portsmouth et Dieppe-New Haven, mais également Cherbourg-Poole. Alors on a imaginé plusieurs scénarios. On prend la totalité du trafic qui transite par le détroit, c'est-à-dire tunnels et camions. Et on reporte 2% de ce trafic, soit à 100% sur la ligne Caen-Portsmouth. Alors pourquoi la ligne Caen-Portsmouth? Vous allez dire parce qu'on est normand? Pas du tout. C'est parce que c'est la ligne qui, à l'heure actuelle, assure le plus de rotations. Il y a 3 rotations par jour. Bon. Ensuite, on s'est dit, on va jouer à un autre jeu. On va reporter équitablement sur les 4 grandes lignes, donc Cherbourg-Poole, Caen-Portsmouth, Le Havre-Portsmouth et Dieppe-New Haven. 25% chacune. Et puis, on va jouer un autre scénario. On va prendre les 3 principales, celles qui ont le plus de rotation, et on va reporter 50% Caen-Portsmouth, 25% Dieppe-New Haven et 25% sur Cherbourg. Alors tous ces résultats, vous pourrez les retrouver sur un projet sur lequel on travaille depuis plus de 20 ans avec Pascal, l'Atlas Transmanche, qui est en ligne, qui est gratuit et accessible. Donc vous pourrez retrouver tous ces détails d'estimation de scénarios. Moi, je vous en donne juste un léger aperçu ce matin. Alors ça veut dire quoi concrètement quand on reporte du trafic comme ça? Ça veut dire que d'un seul coup, on se retrouve à devoir multiplier évidemment le nombre de camions et multiplier le nombre de lignes. Sur la ligne Caen-Portsmouth, si on reporte 100% du trafic, d'un seul coup on passe de 190 camions par jour à 518 en moyenne. C'est-à-dire 2,5 fois plus que la normale. Ça veut dire qu'il faut multiplier le nombre de navires, évidemment, qui vont assurer les liaisons. Et ça veut dire qu'il faut avoir la capacité, pour la compagnie qui intervient sur cette ligne, de multiplier le nombre de navires. C'est-à-dire qu'elle les ait, déjà, ces navires, tout simplement. Et ensuite, qu'il y ait la possibilité que ces navires accostent dans les ports. Ensuite, il faut tenir compte du délai de transit sur la Manche, donc 8 heures. Des problèmes de marée pour rentrer dans le port de Portsmouth qui se posent également, puis c'est un port militaire, donc il faut aussi laisser sortir les navires militaires parfois. Donc tous ces facteurs créent de l'encombrement supplémentaire et vous voyez qu'on est loin d'avoir une solution aujourd'hui. Alors j'ai pris l'exemple maximum de 100% du trafic sur une ligne. Si on équilibre à 25%, c'est à peu près jouable, mais seulement pour 2% du trafic. Si ça augmente, très vite ça devient ingérable pour les compagnies ferries. Donc on n'a pas de solution pour le moment, à part stocker les camions. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné un léger aperçu, j'y reviendrai si besoin. Et je vous parlerai tout à l'heure peut-être du trafic irlandais. Non, alors voilà, cette situation, c'est l'idéal. On est dans l'espace Manche, on n'est qu'avec nos relations France-Royaume-Uni. Et maintenant, on va rajouter une variable supplémentaire, l'Irlande, le trafic irlandais. Alors, dans ce trafic irlandais, une décision de l'Union européenne dans le cadre de la constitution de ce qu'on appelle le réseau de transport européen. Avant, il faut porter à votre attention que, évidemment, 2 choses qu'on considère comme présupposées, mais il faut le souligner. C'est l'interpénétration extrêmement forte, on parlait des échanges, etc., mais l'interpénétration extrêmement forte des économies britanniques et continentales. La dépendance à l'égard des produits frais de la Grande-Bretagne est de l'ordre de 60 à 70% et dans certains produits monte à 80%. Mais de manière générale, il y a une interpénétration extrêmement forte dans une logique industrielle dite de juste à temps, dont Frédéric a donné quelques exemples de livraison dans l'automobile et l'aéronautique, mais qui traverse tout le tissu économique. Et dans le cas irlandais, évidemment, l'extraordinaire boom de l'économie irlandaise, à part les questions fiscales et l'implantation, enfin c'est un des éléments très importants, mais dans son économie globale, c'est également l'accès au marché européen. Et il s'effectue principalement par ce qu'ils appellent le land bridge, c'est-à-dire partant de Dublin, allant au port anglais d'en face, descendant par autoroute sur Douvres, et passant sur l'Europe par le tunnel ou les grands passages de ferry dont on vient de parler.
et de façon secondaire par une série de lignes existantes sur la Normandie, la Bretagne, mais c'est pelliculaire dans le dispositif actuel. Et donc, évidemment, pour l'Irlande, qui est prise en otage dans cette situation, on y reviendra sur le plan des esprits, sur le plan des politiques tout à l'heure, la solution n'est nulle part. Il est certain que, continuant cette route dominante Landbridge, c'est s'enfoncer dans la congestion dont on a parlé. Donc, l'Union européenne a réfléchi à des corridors, et là, le jeu de compétition entre ports européens joue toujours, et ce qu'on appelle le range nord, c'est-à-dire les ports du Benelux et de l'Allemagne, sont extrêmement forts, extrêmement puissants. La communauté européenne a mis sur pied des corridors européens, avec toute une politique d'incitation, ce n'est pas notre sujet là, où l'Irlande pourrait dériver une partie de son trafic dont on sait qu'autrement qu'il va s'entasser dans les conditions que je viens de vous décrire. Et donc là, il y a cet enjeu irlandais dont Frédéric commençait de faire l'argument. Je vais juste vous donner quelques nouvelles justement sur ce sujet. Alors en fait, l'idée des ports de l'espace Manche et des ports français de l'espace Manche, bretons et normands, c'est évidemment d'essayer de capter une partie de ce trafic parce que l'engorgement va être maximal à Douvres. Donc aujourd'hui, c'est environ 30 000 camions qui transitent au quotidien sur les lignes que vous voyez s'afficher sur cette carte, Roscoff-Cork, Rosslare et Dublin, au départ de Cherbourg et Roscoff essentiellement. Et donc l'idée de ces petits ports, parce que ce sont quand même surtout Roscoff un petit port, pas Cherbourg, mais c'est de capter une partie de ce trafic qui pourrait très vite augmenter et se porter à plus de 50 000 camions par an, voire 100 000 si une grande partie du trafic sur le tunnel également est saturée. Voilà. Alors, sur l'heure qui tourne, on va accélérer un petit peu sur ces descriptifs d'impact. Il en est un qu'il faut qu'on vous annonce, c'est qu'on va entrer dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas exactement quand, dans des conflits majeurs sur la pêche. Ça ne peut pas être autrement. On va vous en décrire les conditions, pourquoi. Et pas seulement un conflit entre les pêcheurs qui, pour certains, s'accrochent un peu entre Britanniques et Français, mais qui, au total, s'entendent plutôt bien, mais un conflit entre tous les pêcheurs, et Français et d'autres nationalités, sur l'accès à la ressource. Pour la raison suivante, pour l'essentiel, Frédéric va vous en donner plus de détails, pour l'essentiel, les flottilles françaises réalisent 60% de leur activité dans les eaux britanniques, et les Anglais, qui ont monté énormément la capacité industrielle de pêche, etc., vendent plus de 70% de la pêche dans les criées françaises. C'est totalement symétrique, mais sur 2 sujets. 1, la ressource, 2, l'accès au marché. Et évidemment, il est hors de question qu'il y ait un quelconque accord sectoriel avant que l'accord global soit traité. Donc on est sûr, en cas de Brexit, quelle que soit la forme, sans négociation spécifique sur la pêche, et en cas de no deal sec, on est sûr d'aller au conflit majeur. Et sur les questions de la pêche, les conflits sont parfois un peu rudes. Le mot est faible. Oui, alors la pêche, c'est véritablement l'enjeu majeur sur cet espace Manche, hormis le trafic fret. Il impacte directement tous les ports de la zone. Pour vous donner un ordre d'idée, le Royaume-Uni est le 3e plus gros pays pêcheur de l'Union européenne. Alors je vais vous passer les chiffres, mais je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Sur l'espace Manche, en gros, on a un quart des marins français et britanniques qui pêchent, et un tiers des navires français et britanniques qui pêchent sur cet espace. Voilà, ça vous donne un petit peu le paysage. Et globalement, on y pêche environ 150 000 tonnes de poissons. Alors c'est très varié, vous avez une petite carte dans le bas qui vous est présentée avec toutes les espèces qui sont régulièrement pêchées. Il y a une espèce emblématique, évidemment, c'est la coquille Saint-Jacques, qui pose problème régulièrement. Alors, pourquoi il y a conflit? Tout simplement parce que nous sommes sur un espace qui est très restreint. Vous voyez, l'espace Manche, c'est 40 km, je vous le disais tout à l'heure, au niveau du détroit, 160 km au maximum entre le Cap Lizard et Ouessant. Et sur cet espace, on a une multitude d'activités, dont les pêcheurs. Et les pêcheurs, il se trouve que les zones les plus poissonneuses se situent dans, vous le voyez sur la carte au-dessus, donc qui vous présente les zones de pêche et les droits de pêche. Les espèces les plus poissonneuses se situent le long des côtes britanniques. C'est comme ça.
Malheureusement pour nos pêcheurs français d'ailleurs. Et donc, je vous passe les principes de la Convention de Londres, mais il se trouve que dans cet espace, les pêcheurs français avaient le droit d'aller pêcher dans la limite des 3000, normalement c'est 6000, c'est-à-dire dans la limite compris entre 3000 et 6000 nautiques, voire parfois un petit peu au-delà, et le cas se présentait régulièrement. Donc vous voyez, on est sur un espace restreint, beaucoup de flottilles et évidemment un fort appétit pour aller pêcher dans les zones poissonneuses. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos pêcheurs français et britanniques se trouvent en conflit. Alors, il faut savoir que pour les pêcheurs français, bretons et normands, 50% de leurs prises se font dans les eaux britanniques. Et pour les pêcheurs des Hauts-de-France, donc Boulogne par exemple, on est à plus de 75%. Et parfois même, on atteint 80% pour certaines unités de pêche. C'est-à-dire certains bateaux pêchent à 80% dans les eaux britanniques. Oui. Donc du coup, le problème qui se pose, évidemment, ça va être la négociation sur ces zones et l'accès à ces zones dans les prochains jours. Alors il y a deux possibilités. Soit on autorise des licences de pêche temporairement pour les pêcheurs français et pour qu'ils puissent aller pêcher côté britannique, soit il n'y a aucun accord. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nos pêcheurs risquent de rester à quai, tout simplement. Voilà. J'ai fait court et je répondrai à vos questions. Il y a quelques aspects donc, de cette complicité du divorce économique. On y a touché là rapidement à certains aspects. On ne vous a rien dit sur l'aspect financier, mais le degré de préparation a été somme toute relativement faible. Je ne dirais qu'un mot. La capacité à être acteur bancaire pour les institutions britanniques sur le continent n'a été finalement actée qu'il y a un mois. Parce que la plupart des acteurs, ce n'était pas l'hypothèse majoritaire d'aller au no deal. Donc, ils retardaient. Donc, pour vous dire, y compris sur cet immense secteur, évidemment, qui est le secteur financier, le degré d'imbrication, la difficulté de couper des fils qui était extrêmement important. Et puis, dans un secteur qui nous est beaucoup plus proche, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, on est également dans la même situation. Je suis en charge d'un consortium européen pour l'ensemble du dispositif français sur la question des valeurs, des opinions. C'est des ERIC, nos consortiums européens. Le siège est à Londres. Ça fait 6 mois qu'une grande partie de l'activité est d'envisager comment le transfert se ferait en cas de no deal, où serait le centre juridique, où serait le centre opérationnel. Des votes ont été organisés dans tous les dispositifs de recherche, enseignement supérieur qui étaient tissés. On est dans cette situation. Dans celui-là, c'est l'Autriche qui a été désignée. Non, la Norvège, alors que l'Autriche était sur les rangs. Donc c'est la Norvège qui est dans une situation elle-même un peu particulière. Mais pour vous donner des aperçus sur différents secteurs où de quelque chose qui était étroitement tissé, le défaire est extrêmement difficile et extrêmement long. Et puis, à ces conséquences pratiques et matérielles, il faut ajouter l'avivement, et c'est sur ce point maintenant que je voudrais insister, pour la complexité du divorce, c'est sur le côté psycho-affectif, extrêmement important. Avivement des contradictions dans les têtes, car la relation franco-britannique, du coup, qui est forcément touchée dans cette relation Union européenne-Royaume-Uni, est touchée par une initiative anglaise, pas écossaise, pas même Irlande du Nord, qui a voté à plus de 60% contre le Brexit, et évidemment pas irlandaise. Et donc cette relation complexe franco-britannique ne démarre pas à l'Union européenne. Et des traces ou des fonctionnements antérieurs sont encore évidemment fortement à l'œuvre dans les têtes, dans les pratiques. Parce que cette relation franco-britannique est faite d'histoires entremêlées. Un vieil antagonisme dont à la fois soit vous connaissez des choses, soit vous en entendez parler et qui fait le lot des plaisanteries ou des tabloïds qui se nourrissent des sujets en Angleterre, mais un vieil antagonisme qui n'est pas rien, qui est quand même 4 siècles de conflits
entre les différents royaumes, les deux royaumes s'affrontant sur les mers du globe pour une domination, avec là une projection, juste pour vous faire tourner la tête, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'on rentre dans le couloir. C'est comme ça que les bateaux et les avions arrivent en Europe. Et on la regarde rarement comme ça, la Manche, et puis la mer du Nord, et puis la Baltique, cette petite Méditerranée du nord de l'Europe. C'est comme ça que la Hanse s'est constituée. C'est comme ça que la Hanse s'est constituée, cette grande ligue commerciale et politique sur 2 ou 3 siècles. Et cette histoire n'est plus, mais des traces sont encore à l'œuvre. Fondamentalement, ce qui fait le fondement de la relation franco-britannique contemporaine, c'est le 19e siècle de l'entente cordiale. Ce n'est plus les 4 siècles d'antagonisme sur toutes les mers du globe. Et ce 19e siècle d'après-entente cordiale mêle anglophilie côté français, francophilie côté anglais, dans différentes couches de la population, pas forcément dans les mêmes couches qui lisent les tabloïds aujourd'hui et qui éventuellement avaient accès à d'autres supports dans les mêmes périodes, mais façonne à la fois une part de la réalité et de l'imaginaire moderne. Et j'en donnerai 3 exemples de cette contribution dans cette relation franco-britannique qui s'est nouée sur cette petite mer de la Manche, cette petite mer franco-britannique. 3 créations en quelque sorte à la fois réelles et à la fois dans les esprits qui se sont répandues dans le monde et qui marquent cet entremêlement des cultures. La première de celles-ci, c'est quelque chose à laquelle vous avez, je crois, assurément eu tous accès dans votre vie. C'est la station balnéaire. La station balnéaire est née à Brighton de l'impulsion à la fois de milieux d'affaires et d'effets de mode autour de la reine Victoria, puis un peu plus tôt de son père, et de la reprise côté Napoléon III en créant Dieppe, de cette mode de la station et du modèle même urbain de ce que c'est une station balnéaire avec une promenade, une plage, des différentes constructions, etc. Et dire à quel point ce modèle du mode de vie contemporain a envahi le monde, c'est un truisme, bien évidemment. Le deuxième résultat de cet entremêlement culturel et pratique, c'est le yachting. Les premières courses yachting, c'est à Cowes, à l'île de Wight, en 1780 et quelques années. Le premier club de yachting français, c'est au Havre dans les premières années du 19e siècle, 1800 et des poussières. Et depuis, c'est plus d'1 million d'immatriculations sur cette manche de bateaux de plaisance, voile ou moteur, ce qui en fait un des bassins de plaisance les plus importants au monde, avec la côte australienne et la côte californienne. Et dire à quel point cette pratique de loisir s'est répandue dans le monde est également un truisme. Et puis le troisième point, qui est né là, mais pas dans un endroit précis, qui est né dans cet entremêlement de ces 2 grandes agglomérations que sont Londres et Paris, pas si distantes de ça, et puis de cette évolution d'un courant, 2 courants au pluriel esthétiques, d'abord de peintres anglais venant chercher le paysage, allant peindre sur le terrain, venant en France peindre dans un post-romantisme diverses ruines, et puis allant chercher le paysage dont le plus connu est à vos oreilles forcément connu, qui est Turner, qui vient en France bien avant les impressionnistes, mais lance cette pratique de peindre sur le paysage, et qui ensuite, par échéances successives, va créer petit à petit sur ce terrain, cette mer, ces bords de mer et ces marchés que sont Paris et Londres pour ces peintres, cet impressionnisme qui est devenu une des facettes lourdes de l'esthétique internationale dans le XXe siècle. À cela, il faut ajouter le choc psycho-affectif extrêmement fort, évidemment, compte tenu de la dimension des événements de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et de la façon dont les familles, et on le voit maintenant, plus les vétérans, mais les familles portent le souvenir de leurs parents morts sur les champs de bataille. Vous l'avez vu avec les commémorations de la Première Guerre mondiale, morts sur les champs de bataille sur le continent, morts sur les plages du débarquement, morts lors de la bataille de France. C'est quelque chose qui est extrêmement profond dans l'état d'esprit imaginaire britannique et qui n'est pas visible aux 20h lorsqu'on traite de n'importe quel petit truc superficiel dans
dans les informations. Et donc, à cela s'ajoute aussi la forte présence des ressortissants britanniques vivant en France aujourd'hui, pour 36 raisons, mais se sentant dans un entremêlement d'histoire. Alors, de tout cela naît la contradiction avec des tensions, une image de soi de la population britannique et une identité anglaise, je dis bien anglaise, mise à mal ou perçue comme mise à mal par les développements écossais, perçue comme mise à mal par les développements irlandais, se mêlant et nourrissant une poussée de xénophobie générale que l'on n'avait pas appréciée à sa juste mesure avant ce vote du Brexit et qui est malheureusement commune à tous nos pays et dont les élections européennes qui vont arriver montreront à quel point il est important. À ne pas négliger non plus un mélange avec une fraction de population anglaise, en particulier dans les grandes villes ouvrières du Nord, issues de l'Empire et voyant les personnes venant de l'Union européenne comme des concurrents pour leur propre famille ou comme les membres de leur famille pouvant potentiellement venir en Grande-Bretagne et qui se satisfont très bien d'un Brexit parce que leur vision du monde n'est pas celle de l'Europe pour une partie d'entre eux. Et puis quelque chose que l'on connaît très bien en France, c'est-à-dire faire de l'Europe le bouc émissaire sur des questions qui ne sont pas fondamentalement du ressort de l'Union européenne, les questions d'emploi, de santé, de système éducatif extrêmement abîmés en Grande-Bretagne et qui ont fait une partie de la campagne du Brexit de façon démagogique, évidemment. Donc voilà quelques facettes de l'état d'esprit du divorce complexe, qui est aussi un divorce interne en Grande-Bretagne. Vous le voyez bien. Très très fortement, qui polarise énormément les populations sur des options et des visions du monde qui sont différentes. Alors d'abord, la suite, quelle est peut-être la suite? D'abord et encore évidemment, quel accord général? Et là, je ne veux pas me perdre en conjecture, on peut y revenir dans la discussion. Il n'y a pas d'option proposée au Parlement qui puisse être majoritaire dans l'état actuel des choses. On va voir si la semaine prochaine ou pas s'en dégage une, mais pour l'instant, non. Il n'y en a pas. Deuxième élément, fondamentalement, dans ce divorce complexe, se retrouve posée une vision, dans ce prisme de la discussion sur le Brexit, une vision de quelle Europe peut-il être construit ? Quelle Europe, quelle vision, quelle Europe de la culture, quelle Europe du rapport entre les populations, au-delà du marché unique, au-delà de l'union douanière, qui sont les questions les plus immédiates que nous vous avons mises sous le nez, mais qui ne sont pas les seules, évidemment, et on le sait bien dans le débat européen, qui résument la question, et qui vont se reposer derrière, quelle que soit la forme du Brexit, parce que la relation franco-britannique et la relation de l'Union européenne à la Grande-Bretagne ne s'arrêtera pas. Et donc la question de la construction et du modèle de coopération qui sera construit reposera nécessairement ces questions de l'Europe politique, de l'Europe de la défense, auquel il a déjà été associé, et proposé d'associer le Royaume-Uni en dépit du fait qu'il serait en dehors de l'Union européenne, et d'une Europe de la culture, de la recherche et de l'enseignement. Donc voilà quelques aspects forcément sommairement décrits de ce divorce complexe, et nous aurons plaisir à échanger avec vous sur le sujet. Il y a des enregistrements, donc ils ont besoin que vous ayez le micro qui va vous arriver. Voilà. Merci. Il y a déjà eu une bascule qui s'est faite sous la forme de la contrainte, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un lien entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et donc avec une rupture complète des relations économiques avec une Europe occupée. Et donc, c'est Kennedy qui le décrit, avec ses convois de la mer du Nord, de la mer de l'Atlantique, et qui ont été le véritable support logistique d'une Angleterre en guerre. Aujourd'hui, les États-Unis proposent aux pays d'Europe centrale et orientale
une sorte de liaison et de fourniture énergétique qui passerait par ces mers baltiques, qui rejoindrait la Pologne et qui descendrait dans l'Adriatique. Alors dans une mise en perspective lointaine, je veux dire, on est vers un éloignement du Royaume-Uni et donc on est vers cette dyade qui voudrait qu'il y ait un rassemblement des pays occidentaux vers les États-Unis qui forment une puissance, qui veut rester une puissance dans l'ordre géopolitique mondial. Et puis avec une Europe qui se fragmenterait, parce que là, on rentre quand même dans le drame de l'irréversibilité. L'Angleterre part. Si l'Angleterre part et que l'Angleterre réussit, peut-être pas immédiatement, mais plus tard, c'est un drame quand même pour l'Union européenne. Alors cette perspective lointaine, vous la mesurez comment? C'est-à-dire, congestion tout de suite, oui, mais par la suite. Oui, alors vous avez raison, hein, on a regardé un horizon... sur des aspects psycho-affectifs, politiques de plus long terme, là, on a focalisé. Donc vous avez raison de soulever la question dans les termes où vous le faites. J'y apporterai l'éclairage suivant, sans prétendre répondre évidemment de façon exhaustive sur un sujet de cette nature. Tout d'abord, les États-Unis, dans l'orientation de l'administration Trump, n'est pas encline à resserrer particulièrement les liens avec le Royaume-Uni. Ils sont très enclins avec multiples gestes qu'on a vus, en particulier avec des pays à l'est de l'Union européenne. La visite de Pompeo il y a 3 semaines était très spectaculaire de ce point de vue-là. Ils sont très enclins à affaiblir l'Union européenne et à mettre toutes les peaux de banane possibles à des constructions de cohérence. Comme en plus, ce n'est pas très difficile, parce que la construction de la cohérence est elle-même très difficile, ça marche plutôt. De là à avoir un renforcement réel des liens avec le Royaume-Uni, c'est justement presque le drame du Royaume-Uni, c'est qu'ils se sont lancés du haut d'une falaise sans grand filet, sans grand parachute. Parce que les États-Unis ne donnent pas des signes très significatifs, y compris sur les accords commerciaux, qui seraient le minimum, mais pas plus les anciens pays de l'Empire, qui sont en train de négocier, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qui continuent de négocier avec l'Union européenne, qui, du point de vue du marché, offre beaucoup plus de garanties. Alors vous avez raison sur la situation Seconde Guerre mondiale, mais justement, alors là, du coup, on a vraiment changé de monde. C'est-à-dire les capacités propres internes de chacune des économies étaient sans commune mesure. Ce qui fait la grande difficulté, qui fait toujours et qui faisait la grande force de l'Union européenne, c'est l'interpénétration. Mais du coup, ça fait la très grande faiblesse de ceux qui veulent sortir. Donc, je ne crois pas, dans l'état actuel des choses, je ne crois pas à la capacité, et tous ceux qui sont au Royaume-Uni opposés au Brexit sont dans cette ligne de raisonnement, à la capacité du Royaume-Uni de retrouver une grandeur antérieure, sans même parler d'une dimension de type liée à celle de la force de l'Empire, mais même d'une dimension suffisamment forte pour se hisser au niveau de relations économiques, politiques que peut jouer l'Union européenne dans sa relation intercontinentale. Maintenant, ça ouvre des champs de possibles affaiblissements évidemment considérables, à tout point de vue énergétique, militaire, etc. Alors, j'ai monsieur qui est là, madame, monsieur. Mais la puissance financière de la City va rester intacte? Intacte, non. Intacte, non. Puissante, oui. Puissante, oui, parce que la puissance accumulée est très forte. Mais vous avez vu, comme moi, très certainement, parce que ça a été noté de très très nombreuses fois, même si le degré technique de préparation du système financier, qui était conçu comme un système unique, est encore extrêmement peu défait. Par contre, tous les établissements britanniques et tous les établissements européens ont fait exactement la même chose, alors là, dans tous les domaines, mais dans la finance en particulier, d'ouvrir des bases en Europe. Et pour la finance, Francfort-Paris. Tous les acteurs. Et ça vaut d'ailleurs pour nombre d'acteurs économiques ou d'enseignement supérieur. Le nombre d'universités britanniques importantes, Oxford a ouvert, je crois, un campus en Allemagne, qui cherchent à avoir un pied dans l'Union européenne. Et donc, affaiblissement de la City, un peu, oui. Beaucoup, non.
Et ce qui fait la grande difficulté de la relation à venir et de la construction à faire. Madame, si... Oui. Ah pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie. Bonjour monsieur, dame. Je me présente, je m'appelle Philippe Wallace, dirigeant français européen. Pour moi, je veux comprendre un petit peu ce qu'il en est, parce qu'après des travaux, moult travaux, je dirais. Bon. Je suis aussi à l'origine avec d'autres de ce qu'on a fait pour le tunnel sous la Manche. Bon, c'est une chose. Ma question est de savoir comment on peut faire pour résoudre un peu ce problème-là, que moi je proposerais que le Royaume d'Angleterre sorte de l'Union européenne et que les autres Britanniques restent, et après peut-être qu'ils deviennent britanniques ou pas. Enfin, de toute façon, comme je suis écossais-irlandais aussi dans mes veines, donc je me pose le problème là. Après, comment ça va se passer pour la pêche, tout ça. Mais enfin, donc moi je voudrais faire la part des choses. Je voudrais que les Anglais sortent et derrière, on refasse une autre reconstruction européenne avec les autres qui restent, mais aussi avec les Français, avec d'autres derrière. Enfin voilà, c'est une question un petit peu évasive, mais c'est dans mes travaux pour l'instant, donc je ne peux pas tout forcément révéler. Merci à vous. Je vais répondre à votre question en regroupant avec les autres. Voilà. Madame et monsieur après. Merci, bonjour. J'avais 2 questions. Le chiffre que vous aviez cité, les 50 millions que devrait coûter au port le Brexit, c'est uniquement un chiffrage du côté des ports français, ou c'est aussi chiffré pour les ports anglais? C'est que pour les ports français. D'accord. Et on n'a aucune idée côté britannique. Voilà, on a très peu d'informations qui traversent la Manche, justement. Et ma deuxième question, qui est plus large, vous ne nous avez pas évoqué le problème des migrants. Oh là, vaste question, qui est une question en soi. Alors, sur la deuxième, je vais vous donner une précision. C'est tenu il y a 3 semaines maintenant, une réunion de la plupart des principaux ports, des principaux ports, pas de la plupart, les principaux ports, ce qui faisait la plupart des ports côté français et anglais. Et là, la situation est complètement stupéfiante. C'est-à-dire que les ports français, techniquement, sont prêts. En gros, c'est un peu compliqué, mais les bâtiments sont construits. On est passé au travers de tous les dispositifs de marché, tout ça. Il y a une dérogation spéciale de Bercy. Tout a explosé, donc les bâtiments sont prêts, les contrôles vétérinaires sont prêts, tout est prêt pour le 29 mars. Ce qui n'a pas été très très simple. Réunion avec les ports britanniques. Rien n'est prêt. Et les autorités portuaires disent la chose suivante: on n'est pas prêt et on ne contrôlera rien. Ça vous laisse un peu pantois. C'est-à-dire que la procédure, comme vous l'avez vu, a été initiée, évidemment, côté britannique. Et pour l'instant, on est donc à rien du 29 mars. Il y a 3 semaines, les autorités portuaires britanniques disaient: on ne contrôlera rien parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc à ça, on ne sait pas trop quoi répondre et tout le monde est soumis à l'accord global, etc. Alors la question migrants, extrêmement compliquée, n'est en fait absolument pas liée à la question du Brexit. Pas du tout. Elle est liée à la relation des accords Schengen et des accords dits du Touquet entre la France et le Royaume-Uni, accords du Touquet qui reportent le contrôle des populations entrantes côté continent. Ces accords du Touquet, dont Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, avait dit sous forme un peu énervée dans une conférence justement autour du début du Brexit à Londres, qu'après tout, si les Anglais voulaient vraiment aller jusqu'au bout, les accords du Touquet pourraient être dénoncés. Mais le président de la République actuelle sait bien, et c'est lui-même disait que c'était une posture, parce qu'on a un autre problème. C'est vrai que c'est extrêmement énervant. Alors on a un vrai problème de fond, c'est que la population migrante, ce sont beaucoup de jeunes hommes, énormément. Donc Calais, maintenant Ouistreham, c'est énormément des très jeunes hommes parfois, qui proviennent Soudan du Sud et maintenant beaucoup Mali, certaines zones de guerre et d'autres voulant échapper à la situation de misère diverses. Avec une idée en tête, beaucoup parlent, alors pas Mali non, mais Soudan du Sud parlent anglais et pas français, ont parfois de la famille mais pas toujours, et ils ont une représentation
pour en avoir discuté beaucoup, tant avec des associations qu'avec des migrants eux-mêmes, etc., ils ont une représentation d'un Eldorado en Angleterre où ils vont avoir du travail, accès, etc., qui évidemment ne correspond pas à la réalité. Mais ils sont extrêmement focalisés là-dessus. Un bon nombre d'entre eux pourraient avoir un accueil et pourraient rester en France, en particulier ceux qui viennent des zones de guerre du Soudan du Sud. Ils ne veulent pas. Ils veulent aller en Angleterre. C'est extrêmement difficile. Donc il y a un énorme travail d'associations, beaucoup d'associations et de municipalités qui organisent un filet d'accompagnement des migrants dans les différents ports de la Manche. Alors, la réponse facile serait de dire dans le Brexit, débrouillez-vous, faites vos contrôles, quoi. Ce à quoi on assisterait, malheureusement, donc d'un point de vue humanitaire, j'ai évidemment réfléchi et discuté avec un certain nombre. C'est pas forcément la meilleure des situations parce que la mer de la Manche est une mer étroite mais extrêmement dangereuse et difficile. Et donc le nombre de morts qu'on connaît en Méditerranée continuerait de se multiplier sur la mer de la Manche parce que ça se franchit pas comme ça, quoi. Donc c'est pas une réponse complète, mais c'est pour vous dire, c'est absolument pas lié au Brexit. De toute façon, Brexit ou pas, cette question, on l'a tous sur les bras. Et elle est tout sauf simple, parce qu'elle ne se règle pas en disant accueillons. Parce que beaucoup d'entre eux ne veulent pas rester en France, veulent aller en Grande-Bretagne. Après, oui, ils pourraient être accueillis en Grande-Bretagne, mais là, c'est un autre sujet. Chers collègues. Oui, quand on fait le bilan, les ports français prêts par les Britanniques, l'accord du Touquet qui laisse à la France gérer le problème d'immigration britannique. Le Parlement qui finalement, on a l'impression, laisse la Commission prendre la responsabilité d'éjecter la Grande-Bretagne parce qu'ils ne veulent pas l'assumer tout seuls. Quand est-ce que les Britanniques vont assumer leurs responsabilités ? C'est une vraie question. Je vais parler net, mais ça ne me dérange vraiment pas d'une part de le faire. Et sur le sujet, je l'ai déjà dit publiquement plusieurs fois, depuis les débuts de cette affaire, la couche politique anglaise est d'une médiocrité totale. C'est horrible de voir à quel point des élus d'un pays ont emmené leur population et un pays dans le mur et du coup même l'Union européenne en grande difficulté. Depuis Cameron qui a trouvé l'idée intelligente de juguler une opposition en pensant que ça ne faisait aucun problème et qui a ouvert une boîte de Pandore avec cette histoire et qui s'en est parti ensuite en s'en lavant les mains. Farage qui a mené la campagne que vous avez vue d'une démagogie absolue et qui au soir de son vote s'en va en rigolant et va faire autre chose. Des démagogues incompétents et irresponsables, c'est très clair. Alors qu'est-ce qu'on a au Parlement aujourd'hui ? On a d'une part deux partis qui se défont. Il n'y a aucune majorité, ni dans le Parti conservateur, ni dans le Parti travailliste. Vous avez vu quelques parlementaires qui sont sortis les uns des autres, des deux partis, mais au-delà de ça, les deux partis se défont sur ce sujet. Et il n'y a aucune majorité, c'est-à-dire ce qu'on voit trimballer de vote en vote, c'est l'agglomération des refus pour empêcher, d'une part, les Brexiteurs qui trouvent que c'est pas assez, et d'autre part, les pro-européens qui ne veulent pas sortir, donc ils refusent l'accord proposé par May. C'est cohérent dans chacun des trucs. Et évidemment, ces deux cohérences sont totalement opposées, pour faire vite, et il y a plein de nuances entre les deux, et il n'y a aucun plan. Il y a eu une tentative, vous l'avez vu hier, interpartie, de proposer l'organisation d'un nouveau référendum. Elle s'est pris 85 voix et plus de 300 contre, parce que la direction du Parti travailliste Corbyn, alors qu'une très bonne partie, difficile à apprécier, mais après les différents sondages à l'intérieur du parti, c'est 50-60% du Parti travailliste ne veut pas de la sortie de l'Union européenne, mais par contre, une forte minorité de 30 à 35% est totalement dans une logique contre l'Union européenne, pensant que les questions de santé et d'emploi, etc., et j'y reviens, sont du fait de l'Union européenne. Et Corbyn ne veut pas s'opposer à cette fraction-là et vise des élections générales, à mon avis, là aussi, de façon médiocre, pensant que gagner une majorité est plus important que de trouver une solution maintenant. Donc au total, cette classe politique ne nous aide pas du tout. Il nous
reste 5 minutes, me dit-on. Donc, allons-y. D'autres questions, interventions, monsieur? Comment appréciez-vous ce que dit la presse britannique pro-Brexit? Je pense au Daily Telegraph qui a fait un éditorial il y a quelques jours en disant que la diplomatie britannique faisait preuve d'un cynisme extraordinaire et qu'elle allait aboutir. Quand ils disent cynisme, c'est-à-dire essayer d'aller au bord de la falaise et forcer le vote. Hein. Non pas une classe politique incapable, mais au contraire une classe politique extrêmement lucide et qui manœuvre l'Union européenne. Alors, pour travailler beaucoup avec nos amis anglais, j'ai souvent pu apprécier la grande capacité culturelle de négociation, à ne pas mésestimer du tout. Parfois de façon un peu énervante, y compris dans nos universités. Dès lors que des sujets financiers sont en jeu, ça fait 25 ans, 30 ans que je travaille avec eux, c'est pas toujours très simple. Hein. C'est pas toujours très simple. Mais là, en l'occurrence, donc il y a ça, il y a de ça. En fait, il y a l'idée, il y a une double idée. Et en cela, je rejoindrai l'opinion de l'éditorialiste. Il y a une double idée qui est, d'emmener le plus loin possible dans le risque pour obtenir, en pensant que l'Union européenne, qui n'aurait jusque-là pas fait preuve de fermeté dans des décisions les plus importantes, va céder devant la grande difficulté, et en même temps, dans un jeu tactique, de faire porter, alors c'est particulièrement visible sur la question de l'Irlande, où Theresa May est allée il y a 2 mois dans une réunion en Irlande pour expliquer, en Irlande du Nord, à quel point il était indispensable qu'il n'y ait aucun obstacle entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, qu'elle y était très favorable, etc., et qu'elle allait proposer une nouvelle solution la semaine d'après. On entend qu'une première ministre dit ça, c'est complètement hallucinant. Avec l'idée que ce ne sera pas nous les responsables, mais l'Union européenne qui réintroduiront la frontière physique. Donc il y a ce calcul-là. Mais c'est des calculs à la fois de si court terme et en même temps où il n'y a aucun plan d'ensemble global, c'est de la navigation à la petite semaine, que franchement je ne retire pas l'aspect d'incompétence. C'est-à-dire on peut être roué et incompétent. Et l'incompétence l'emporte, vraiment, vraiment. Il nous reste 2 minutes, donc si quelqu'un veut... Alors, oui, une dernière question, et puis pour insister sur un point, parce qu'on a raccourci volontairement le propos, ce qui ne va pas changer et qu'il est important que vous ayez en tête, c'est pas dans cet aspect nord-sud. C'est quelque chose qui est très important à la fois pour l'espace européen et pour l'ensemble continental. On part de cette carte-là, ce sont les grandes routes maritimes sur un globe un peu éclaté, on aime bien le présenter comme ça. C'est aussi ça. Et ces petits rubans, ce sont les grandes routes maritimes. Et qu'est-ce que c'est la mer de la Manche, à part cette petite mer franco-britannique si importante dont on a parlé? Ce n'est que, excusez du peu, la chose suivante. 80% des échanges mondiaux, tout confondu, tout échange confondu, 80% des échanges mondiaux s'effectuent par voie maritime. Et ça ne change pas tous les ans, hein. C'est une tendance extrêmement lourde. Et 20%, 20 à 25%, le quart de ce commerce mondial maritime, donc c'est 20 à 25% de ces 80% des échanges globaux, passe par la mer de la Manche, comme à l'autre bout du monde, le détroit de Malacca, qui est son jumeau en mer de Chine du Sud. C'est véritablement le cordon ombilical de l'Europe vers le monde et du monde vers l'Europe. Et ce trafic et ce lien n'est en rien affecté par ces soubresauts du Brexit. Alors ça ne nous contente pas sur des questions fondamentales dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que le même espace qui joue un rôle mondial dans cette relation Europe-monde et qui joue un rôle extrêmement important, crucial dans la relation île britannique continent, est affecté de 2 choses disjointes. Toujours l'extrême fluidité mondiale, parce qu'il faut 21 jours pour un bateau d'Asie, ces énormes bateaux à 12 000, 14 000 containers maintenant, qui font 400 mètres de long, 20 mètres de large, qui sont pilotés par 8 personnes, les derniers. Des choses énormes, extrêmement sophistiquées. Ces bateaux-là, 21 jours, ils viennent des ateliers de la Chine, à peine 2 jours pour aller au port, et à peine 2 jours à Hambourg ou à Havre pour cracher la marchandise sur l'ensemble du continent. Donc ça, c'est la fluidité maximale à laquelle s'additionnait la fluidité maximale dont on parlait tout à l'heure entre les îles britanniques et le continent. Cette fluidité mondiale ne va pas bouger. La fluidité interne à l'Union européenne avec les îles britanniques, elle va changer.
Je crois que nous arrivons au terme. Il me reste à nous remercier d'avoir... Une dernière, je vous en prie. La congestion sera la même sur Gibraltar ? La congestion sera la même. Réglementairement, oui, mais en flux, c'est rien. Donc ce qui fait problème, là, c'est la masse et la fréquence. Ailleurs, on va avoir des mêmes problèmes réglementairement, mais qui ne pèseront pas. Donc nous vous remercions d'avoir participé à ce débat.